Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Bonjour, monsieur Hunt. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, Apprendre le corps de l'autre à des enfants de 5 ans. consiste à retrouver un objet volé appelé... La réforme des retraites, hein. Ce stand informe les enfants de 5 ans sur les vulves, des pénis. On va vous dire la vérité, on est complètement paumé. Proposition de capote un pique-nique de gosses de 5 ans au cas où il y aurait un plan cul dans le château gonflable. S'il vous plaît, aidez-nous à y voir clair si c'est possible. Le Conseil d'orientation des retraites parle, lui, de 6,1 milliards de déficit. On remarquerait les exploits que font Tom Cruise sur sa moto. Vous êtes qui, nom de Dieu? Tom Cruise. Ce message se te détruira dans 5 secondes. Nous sommes en guerre. Et oui, et ce message ne se détruira pas en 5 secondes. C'est le message d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, au moment du Covid. Et puis, nous sommes en guerre. Mais alors, quelle guerre? Eh bien, comme je vous l'ai dit toujours, sur tous les fronts, notamment celui des retraites. Et oui, les retraites, c'est pas un serpent de mer. Ça concerne des millions et des millions et des millions de Français. Eh bien, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est une espèce de forêt? Pas vierge, pas vraiment, mais qui nous occupe parce que on ne sait plus comment en sortir. On va en parler avec Cyril Chabagnier, qui est président de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. C'est vrai, ce labyrinthe des retraites, est-ce que ça va se clarifier un jour? Et puis, nous allons parler aussi de quelque chose, ça n'a rien à voir, mais un festival de drag queens organisé à Nice qui pose problème. Zizanie entre la mairie et un collectif anti-woke qui se dit quand même que peut-être ça fait un peu beaucoup de parler d'un certain nombre de pratiques sexuelles à des enfants de 4, 5 ou 6 ans. On en parlera avec Johan Poher, le fondateur du collectif Eros, et puis évidemment, comme vous le savez, les huées, les bravos, les perles, évidemment, notamment Éric Coquerel qui dit, oui, ça va pas pour les racailles et les rodéos parce qu'il y a Tom Cruise. Oui, Tom Cruise, mission impossible. Sauf que chez nous, ça devient mission de plus en plus possible. Et en seconde partie d'émission, nous allons parler d'un livre qui vient de sortir, qui fait polémique. Clément Velrénal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Ah bon, on pensait que c'était réservé à un seul camp, l'antisémitisme, mais non, apparemment. Et c'est un livre qui fait polémique, et nous allons en parler très longuement dans la seconde partie de l'émission. Mais pour le moment, au départ, quelque chose qui vous concerne, qui nous concerne tous, les retraites. Aujourd'hui, demain, après-demain, comment ? Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, vous êtes tous concernés. Nous allons parler effectivement de quoi? Eh bien, une espèce de terra incognito et de terreau aussi inconnu. La réforme des retraites, on en parle tout le temps, depuis longtemps. Mais de quoi ces retraites sont-elles le nom aujourd'hui? Attention, accrochez et attachez bien vos ceintures. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ah là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça, c'est Gilbert Bécaud. Alors, je ne sais pas si ça rend gaga la retraite. Je ne sais pas si c'est con. En tout cas... Le problème posé, il concerne tout le monde, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, ceux qui le sont, et effectivement, tout le temps, depuis toujours, comment on va arranger les choses, allongement de l'âge de la retraite, cotisation, etc. On se bat dans ce labyrinthe. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la CFTC. Et justement, on voudrait peut-être essayer avec vous de voir un peu plus clair dans ce labyrinthe ou dans cette forêt vierge. Alors, François Bayrou, je rappelle, en février, a donné jusqu'à fin mai aux syndicats, donc à vous et autres, et au patronat pour tenter d'améliorer la très impopulaire réforme des retraites de 2023, tout en rétablissant un retour à l'équilibre financier du système pour 2030.
2030, c'est dans 5 ans, même moins, on va voir. Alors donc, on rappelle la négociation de avec la réforme de l'ex-première ministre Elisabeth Borne à l'époque, qui a été adoptée sans vote du Parlement par l'article 49.3. Voilà, elle est entrée en vigueur en septembre 2023. Je rappelle que cette réforme décale progressivement l'âge légal de la retraite du départ, de 62 à 64 ans, modifiant aussi le nombre de trimestres à cotiser, on va en parler. Et donc, François Bayrou, il dit, bon, mais on va voir, alors peut-être référendum, mais non, peut-être pas le référendum, enfin, on en discute, etc. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on fasse un état des lieux, Cyril Chabagnier. Au fond, aujourd'hui, il m'avait dit, pendant l'antenne, qu'il y a combien de systèmes de retraite dans ce cher et doux pays, la France ? Ah, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en fait, il y a 42 régimes de retraite différents dans notre pays. 42 régimes, c'est évidemment beaucoup. Je dirais presque que statistiquement, ça fait que ça peut pas être un système juste, un système égalitaire, avec 42 régimes, donc qui ont une explication évidemment, qui ont au cours de l'histoire. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir ça. Je crois que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nos concitoyens et nos auditeurs ne comprennent plus, voilà, qu'il y a des tensions parfois entre les uns les autres, entre certains métiers. Pourquoi moi je dois cotiser tant d'années? Pourquoi un autre doit cotiser moins? Pourquoi mon calcul de la retraite est fait sur 25 ans, sur 6 mois? Enfin, voilà. Tout est différent. Parce qu'on le sait aujourd'hui que, par exemple, pour parler, on sait que le privé, grosso modo, je schématise, c'est sur 25 ans. C'est les 25 meilleures années. Les 25 meilleures années, voilà, très exactement. En revanche, la fonction publique, évidemment, on a parlé des primes, mais c'est sur les 6 derniers mois, c'est bien ça? La fonction publique, oui, le calcul est fait sur les 6 derniers mois. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce sauf que 6 mois, 25 ans, pardon, c'est énorme. Non, ça. Mais 6 mois et 25 ans, c'est évidemment que la différence, elle est énorme. Après, il faut savoir, dans la fonction publique, il y a des cas qui sont qui sont très différents, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont payées sous forme de primes, et dans les primes, il n'y a pas de cotisation, et donc ne rentrent pas dans le calcul de la retraite. Je parlais récemment avec certains secteurs de la fonction publique qui ont près de 30 à 40% de leur salaire. Comme par exemple comme les pompiers, par exemple, certains pompiers qui ont parfois 40% de leur salaire sous forme de prime. Quand vous arrivez à la retraite, et que la retraite, évidemment, c'est une baisse de votre revenu, et quand on calcule votre salaire que sur 60%, parce que vous avez 40% de primes sur lesquelles le calcul n'est pas effectué car pas de cotisation, la chute, elle est vertigineuse. Donc c'est pour ça que c'est parfois très compliqué, y compris d'ailleurs au sein même de la fonction publique. C'est pas toujours très juste entre celui qui a un salaire dans lequel il n'y a pas de prime, c'est que du fixe, et dans lequel la totalité est cotisée, et dans lequel on prend les 6 derniers mois, et puis une autre personne dans lequel il va y avoir beaucoup de primes dans le salaire, et sur lesquelles on va peut-être calculer la pension de retraite que sur 60 ou 70% du revenu. Mais la majorité, donc tout est injuste. Vous avez raison, mais je crois que la grosse majorité du secteur public est quand même sur le salaire global, enfin. Sur un salaire fixe, oui, c'est encore la majorité, mais les primes se développent de plus en plus. Alors c'est encore assez rare les endroits où les primes atteignent 40% du revenu, mais par contre l'instauration de primes non cotisées, et donc qui ne rentrent pas en compte pour la retraite, arrive quasiment dans tous les secteurs de la fonction publique. Après, c'est simplement le degré, combien on représente ces primes, sur lequel il y a une grosse différence. Mais ça montre bien que c'est fortement problématique. Et même dans le privé, par exemple, pour valider un trimestre, il faut avoir travaillé plus de 175 heures. Donc parfois, dans certaines difficultés, vous avez des personnes au chômage, ou des personnes qui vont trouver un travail sur 15 jours ou sur 100 heures, qui vont travailler, qui vont cotiser, mais comme ils n'ont pas suffisamment travaillé, le nombre d'heures n'est pas suffisant dans le trimestre compte pour 0. En fait, vous n'avez rien validé, alors que vous avez payé. Alors que vous avez payé, parce qu'il faut atteindre un minima. Et c'est pour ça qu'à la CFTC, dans le départ, alors on n'est pas sur cette négociation-là, mais on a toujours été favorable à un système universel, parce qu'un système universel, c'est un système unique, c'est un système qui est pour tout le monde pareil, c'est quand même beaucoup plus juste. Et plus simple, au bon sens du terme. Alors, plus simple une fois qu'il est mis en place. Pour le mettre en place, c'est très compliqué dans les négociations.
cotisation. Mais surtout, ce qui allait avec ce système universel, c'est le fait que chaque euro cotisé rapporte des points. Et donc, il n'y a plus le problème de je suis payé par FIC, je suis payé par des primes cotisées ou pas cotisées. Je suis... Enfin, vous voyez, j'ai pas travaillé assez, un nombre d'heures suffisant dans le trimestre pour que mon trimestre soit validé. Toutes ces questions-là, elles sont supprimées. À partir du moment où j'ai travaillé dès la première heure de travail, j'ai une cotisation, donc je valide un nombre de points. Et à la fin, je suis payé. Ça paraît de bon se frapper au coin du bon sens. Et à la fin, j'ai ma pension qui est versée en fonction du nombre de points que j'ai acquis sur ma cotisation. C'est un peu de simplicité dans ce pays, il ferait pas de mal. Mais simplement, à chaque fois qu'on veut faire plus simple dans ce pays, généralement, on fait plus compliqué. Donc c'est ça qui est oui, parce qu'on n'aime pas. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais vous savez, nous, on est très inquiets au niveau des syndicats, parce que dès qu'on nous invite à une négociation en nous disant le but c'est de simplifier, généralement, quand on ressort, ça a plutôt complexifié. C'est plutôt le contraire. Donc alors justement, parmi les options qui reviennent tout le temps sur le tapis, la première option, c'était alors allonger l'âge de la retraite. Ça revient, hein, c'est le serpent de mer. D'ailleurs, il est quelquefois acté, enfin très timidement ou pas acté. Et il y a aussi effectivement la hausse des cotisations. Et on va parler la troisième, quand même, autre serpent de mer, la retraite par capitalisation. On est sur un régime de répartition en France, tout le monde le sait. Mais pourquoi pas la capitalisation? D'ailleurs, ça existe pour certains types de fonctionnaires, etc. Je voudrais savoir, vous, à la CFTC, Thierry Chavagnier, d'abord, hausse des cotisations. Aujourd'hui, c'est intéressant ou pas, je veux dire, pour le collectif? Oui, c'est intéressant pour la simple chose que l'allongement de l'âge légal, quand on est passé de 62 à 64, et on voit dans les rapports de la Cour des comptes, puisque le Premier ministre a missionné la Cour des comptes pour avoir un rapport objectif, l'allongement de la durée légale montre une chose, c'est que c'est une mesure très efficace financièrement à court terme. Évidemment, vous décalez de 2 ans, ça a un impact tout de suite, bien sûr. Mais ça a très peu d'impact financier à moyen et long terme. Et d'ailleurs, nous voyons dès aujourd'hui, malgré la réforme Borne et malgré le fait que cette réforme s'applique dans la totalité, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'accord, on n'a pas avancé, donc c'est la réforme Borne qui continue à s'appliquer, malgré cette réforme et malgré les 2 ans de recul, il y aura 6,5 milliards de déficit du régime en 2030. Donc ça a rentré de l'argent tout de suite, les 2-3 premières années, ça en rentre de moins en moins par la suite et ça en rentre plus au bout d'un certain temps. Donc c'est pas la solution miracle, contrairement, ou alors c'est une solution miracle à très court terme. Mais souvent les politiques ont une vision à très court terme. Oui, c'est tout le problème. C'est d'ailleurs souvent le problème. Les cotisations, c'est une autre forme. Nous on sait aujourd'hui qu'en augmentant de quelques euros par mois la cotisation retraite, et on voit que toutes les études d'ailleurs montrent que les Français préfèrent payer quelques euros de plus par mois, malgré toute la difficulté du pouvoir d'achat, hein, malgré ça, plutôt que de travailler 2-3 ans de plus. Voilà. Ouais. Si simplement on augmentait les cotisations retraite, 6 euros côté employeur par mois, 6 euros côté salarié. Mais quand je dis 6 euros côté salarié, c'est une moyenne. Les petits salaires, ça serait 1-2 euros, les très gros salaires pour aller à 10, 15, 20 euros par mois. Oui, en fonction du salaire. En fonction du salaire. C'est à peu près 5-6 millions d'euros, 5-6 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. Vous voyez, donc c'est très efficace. Pourquoi, lorsqu'on a négocié dans la réforme Borne, enfin, négocier, c'est un grand mot, pourquoi il a été décidé, on a négocié beaucoup de choses, il y a une chose qu'on n'a pas négociée, c'est la mesure de financement. C'est-à-dire, dès le départ, il a été décidé que ce qui financerait, ça serait un report de l'âge légal. Il y a d'autres moyens, il y a l'allongement de la cotisation. Ah oui, on a prévu que le report de l'âge légal. C'était le choix du gouvernement en disant on veut bien parler avec vous pénibilité, carrière longue, etc. Mais sur le financement, le choix est fait de reporter l'âge légal de 62 à 64. Il y a d'autres possibilités. Donc nous, on dit qu'il va falloir... Il y a un effort à faire. On est à la CFTC, on a conscience que le régime est déficitaire et évidemment qu'on veut bien gérer et qu'on veut trouver des solutions pour que ce soit équilibré. Tout régime a vocation à être équilibré. Mais il faut trouver des solutions internes au régime
Donc c'est soit le recul de l'âge, on y est opposé, on préfère jouer sur le montant de la cotisation, on peut allonger aussi le nombre de trimestres. Mais le montant de la cotisation n'a pas été retenu, en tout cas comme objet de discussion. Non, ça n'a pas été retenu, puisque au niveau patronal, on nous dit c'est encore on va alourdir le coût du travail. Moi, ça me fait un petit peu sourire, parce que je vous prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Oui. On prend souvent des petites PME. Une petite PME de 80 salariés, en moyenne, ils ont une masse salariale aux alentours de 6,5-7 millions d'euros. C'est à peu près ça. Si vous augmentez de 6 euros par mois la cotisation retraite, ça représente à peu près pour une entreprise 7 000 euros à l'année. Moi, venir me dire qu'une entreprise, et je prends une PME, 80 salariés, venir me dire qu'une PME qui a 7 millions de masse salariale va mourir ou va pas mourir pour 7 000 euros, je crois que c'est pas un argument. Donc je pense qu'il peut y avoir un petit effort côté patronal. Nous, à la CFTC, on est prêt à faire, et c'est une concession, à faire un petit effort côté salarial, avec une légère augmentation aussi. Chacun porte son écho et sa dîme. Chacun porte. Et puis, il faut que tout le monde participe à cet effort. Et en premier lieu, l'État. L'État qui doit aussi faire attention à ses dépenses, l'argent public qui est dépensé, sur lequel on pourrait beaucoup parler. Enfin, moi, je prends souvent cet exemple-là. Et d'ailleurs, la ministre a dit qu'elle allait travailler sur le sujet. Amélie de Montchalin, vous l'avez entendu. Plus de 800 agences d'État. Je pense que nos auditeurs, hormis Météo France, enfin certaines agences, ne doivent pas être capables d'en citer plus de 5 ou 6. C'est nous qui sommes plutôt bien informés. Je crois que je ne dois pas être capable d'en citer plus de 30. Voilà. Donc il y a quand même des économies à faire sur ça. Et puis je rappelle aussi qu'il y a 200 milliards d'aides données aux entreprises, sur lesquelles on demande un audit. Moi, je ne suis pas du tout contre les aides aux entreprises. Je veux simplement qu'elles soient efficaces. Donc, celles qui sont efficaces, on les garde. Celles qui ne sont pas efficaces, on les supprime. Et n'oubliez pas aussi un certain nombre d'ONG, d'organisations non gouvernementales que le gouvernement subventionne avec ferveur. Et ça s'appelle non gouvernemental. Non, mais vous avez raison. Sur lequel il faudrait voir Moi, ce qui est important, c'est pas si on finance ou pas, c'est l'efficacité de la finance publique. On est bien d'accord. Je veux que chaque euro qui soit dépensé soit efficace. Bien sûr, mais auparavant, il faudrait faire, comme on fait aux États-Unis, un audit des dépenses publiques. En France, c'est le secret le plus gardé. Ça fait 2 ans que je le demande à peu près tous les mois, si c'est pas toutes les semaines. À mon avis, vous allez encore le demander pendant quelques temps. Vous me rassurez pas. Avant, non, hélas. On va continuer à parler de tout cela avec Cyril Chabagnier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Après cette petite pause, il faut vraiment crever l'abcès de cette réforme des retraites. Merci, à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC, on parle de cette réforme de retraite. C'est pas un serpent de mer. On essaie d'avancer. On dit 6 mois de plus, cotisation et tout. Mais justement, peut-être on pourrait parler de l'emploi des seniors, qui en France, je crois, bat de l'aile par rapport aux autres pays européens, Cyril Chabagnier, et de l'emploi des femmes. Oui, il y a 2 gros sujets aussi dans cette négociation sur les retraites. C'est l'emploi des seniors. Alors tout le monde vient nous dire, y compris les entreprises, qu'un senior, c'est une richesse, c'est l'expérience, c'est la culture de l'entreprise, c'est l'âme, c'est tout ce que vous voulez, mais sauf qu'on s'en débarrasse énormément. Nous avons un taux d'emploi des seniors qui est à peu près de 10 points inférieur à nos voisins européens. À la moyenne des pays européens, c'est ça, pratiquement. Des principaux comme l'Allemagne, comme d'autres pays, comme la Belgique, etc. C'est à peu près 10 points inférieur. On sait que si simplement on était... C'est-à-dire que nous, on est à peu près à 48-50% qui ne travaillent pas, quand ailleurs, on est à peu près à 35-38%. Si on avait un taux d'emploi des seniors simplement équivalent à nos voisins européens, c'est entre 6 et 8 milliards qui rentrent dans les caisses. Donc ça doit être une priorité. Et la deuxième chose, c'est l'égalité salariale. Il y a encore beaucoup à faire sur l'égalité salariale homme-femme. On sait que si dans notre pays on avait une égalité salariale parfaite, c'est à peu près une dizaine de milliards qui rentrent dans les caisses sous forme de cotisation, parce que ça veut dire des salaires plus importants pour les femmes, donc de leur rentrée d'argent, du pouvoir d'achat et de la cotisation. Donc on voit que simplement sur ces 2 sujets-là, si on était 1 dans la moyenne européenne sur les seniors et 2 sur une égalité parfaite,
on n'aurait plus de problème de financement des retraites. Maintenant, la question, c'est qu'on ne claque pas des doigts pour régler ça. Il faut y travailler. Oui, mais Cyril Chabannier, je vous rappellerai quand même, par rapport aux cotisations des entreprises, je ne parle pas en tant que chef d'entreprise. Excusez-moi, déjà, il y a un problème. C'est que les cotisations sociales des entreprises sur le coût de la main-d'œuvre sont en France de 26,6%. À l'Allemagne, c'est 16,7%. Le Royaume-Uni, 10,1%. Les États-Unis, 7,5%. C'est faut quand même pas oublier ça. Ça va vous surprendre, mais je veux dire que c'est totalement vrai. C'est les entreprises françaises sont les entreprises les plus taxées. Vous voyez, j'ai l'honnêteté de le dire. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est que c'est à la fois on est le pays qui taxons le plus les entreprises, mais on est aussi le pays sur lequel on fait le plus d'exonération et d'aide publique aux entreprises. Donc il faut regarder un petit peu les deux côtés. Oui, les deux côtés. Oui. Mais ce qui est d'ailleurs une aberration, je veux dire, c'est pourquoi taxer autant pour après devoir aider autant de l'autre côté. Là encore, voilà. Tout à l'heure, bureaucratiquement j'en parlais. C'est près de 200 milliards d'aides publiques aux entreprises. 200 milliards. Il n'y a pas un seul pays qui fait ça. C'est énorme. Les exonérations pour les salariés qui sont autour du SMIC, aujourd'hui, les exonérations sont quasiment totales. Il n'y a quasiment plus de cotisations. D'ailleurs, on voulait inverser et dire que l'entreprise, on l'aidait plutôt quand elle augmentait les salaires plutôt que quand elle embauchait au SMIC. Donc voilà, donc ils sont très taxés, très aidés. Là aussi, on pourrait... Encore une aberration. On pourrait simplifier les choses. Maintenant, pour aller dans votre sens, c'est vrai qu'en 2023, on a calculé 58,4% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi en France, contre 63,9% dans l'Union européenne. C'est là où on voit effectivement le décalage. Une personne sur deux en France qui arrive à la retraite, au moment où il arrive à la retraite, n'est plus en emploi. 50%, c'est chômage. Ah oui, 50% des Français qui arrivent à la retraite, étaient déjà plus en emploi. C'est-à-dire c'est incapacité, invalidité, chômage. Voilà. Donc, alors donc c'est là le vrai sujet aussi. Oui, alors ça c'est un vrai sujet, et reste le sujet, le serpent de mer dont on parle de temps en temps, et quand le monstre du Loch Ness, c'est la capitalisation. Pourquoi ne parlons-on pas à côté, je ne dis pas pour la remplacer bien sûr, la retraite par répartition, pourquoi on ne parle pas de la retraite par capitalisation? Et pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'en parle parce que j'ai été, je crois peut-être le seul, en tout cas le premier, mais peut-être le seul des représentants des organisations syndicales à être d'accord avec ce sujet-là. Alors évidemment, je précise tout de suite, c'est pas un système par capitalisation pour remplacer le système par répartition. On est très attaché, mais de créer un étage supplémentaire. Premièrement, ça existe déjà. Il y a une partie de capitalisation dans la fonction publique, c'est quand même assez rigolo. Oui, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, ça existe. Bon, deuxième. C'est important, ça concerne un pourcentage. Alors ça ne représente pas beaucoup en termes de montant d'argent pour la retraite, mais ça concerne beaucoup de fonctionnaires. D'accord. Et dans le privé, ça existe aussi indirectement, mais ça existe que dans les grosses entreprises et pour des salariés qui sont déjà plutôt avantagés entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez les PE, vous avez les PERCO, les plans interentreprises, etc. C'est quoi ces plans interentreprises? C'est bien une forme de capitalisation. Et les partenaires sociaux ont signé l'année dernière un accord sur le partage de la valeur. Voilà. Et dans lequel on disait qu'on voulait développer l'intéressement et la participation dans beaucoup d'entreprises, y compris dans les PME, qu'on a signé avec le patronat. Il faut être logique. Si on veut développer pour nos concitoyens, les salariés qui nous écoutent, si on veut développer la participation et l'intéressement pour augmenter leur pouvoir d'achat, c'est une forme de capitalisation. On ne peut pas derrière être totalement fermé à la capitalisation. Donc nous, le système de base, c'est le système par répartition. On y est très attaché. On a beaucoup parlé ensemble des solutions pour le mettre à l'équilibre. Mais pour améliorer la pension des retraites, il faut créer un étage supplémentaire de capitalisation qui va servir, y compris aux salariés les plus modestes. Parce qu'aujourd'hui, les seuls salariés en France qui bénéficient d'une forme de capitalisation supplémentaire sont ceux des grosses entreprises ou ceux qui ont des salaires importants. Que les gros salaires lèvent le doigt. Voilà. Et en fait, on croit toujours que c'est un serpent de mer et que c'est une aberration. Le mettre de manière obligatoire à tout le monde permettrait à des personnes autour du SMIC de pouvoir bénéficier du partage de la valeur, de bénéficier d'un intéressement, d'une participation, d'une forme de capitalisation dans lequel aujourd'hui ils sont exclus. Mais eux sont exclus. Ça ne veut pas dire
que ce système-là ne bénéficie pas à d'autres. Voilà. Il existe aujourd'hui, sauf que ce sont les plus précaires, les plus petits salaires qui n'en bénéficient jamais. C'est les syndicats. Ça qui est scandaleux. Oui, mais ce qui est scandaleux aussi, c'est que les gens, enfin, je veux dire pas seulement syndicats, mais autres, les plus progressistes, s'opposent à la capitalisation comme si ça représentait le spectre. Je ne crois pas que ce soit les syndicats les plus progressistes qui s'y opposent. Je ne pense pas. Ah non, mais progressiste, j'entends. D'accord, voilà, mais pas les plus réformistes en tout cas. Idéologiquement. Voilà, mais pas les réformistes en tout cas. En tout cas, et vous avez bien compris que la CFTC n'est pas opposée à regarder ce sujet-là et à y travailler. Je remercie le réformiste que vous êtes, en tout cas. Merci Cyril Chabanier. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, Mylène Farmer, on sait que vous êtes un garçon, ça fait longtemps. D'ailleurs, on vous apprécie beaucoup, Mylène Farmer, en tant que garçon. D'ailleurs, il est temps que vous changiez de prénom quand même, parce que Mylène, ça fait pas très très garçon. Non, mais plus sérieusement, on adore Mylène Farmer. Plus sérieusement, il y avait à Nice le Nice Rainbow Festival. Oui, alors, Nice, un festival de l'arc-en-ciel. Et puis alors, il y a eu quand même le collectif Eros qui joue les troubles fêtes, comme d'habitude, qui est Johan Poher, bonjour, d'ailleurs vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur Berkoff. Vous êtes pas dans le collectif Eros. Et alors, il y a eu donc... ce collectif, il y a eu une manifestation samedi dernier à Nice, c'est bien samedi dernier, c'est bien ça. Et vous avez dénoncé un pique-nique de drague avec des enfants, et Christian Estrosi, le maire de Nice et le centre LGBTQIA+ de Côte d'Azur, dénoncent une manipulation et ont saisi le procureur de la République. D'ailleurs, ils vous accusent et ils vous attaquent en justice. Alors, eux disent, je donne leurs arguments, ils disent que le stand d'enfants a été tenu par une éducatrice de jeunes enfants et proposait des jeux adaptés, et il ajoute, toujours ce centre LGBTQIA+, que les stands évoquant la santé sexuelle montrés dans la vidéo étaient physiquement séparés et jamais accessibles aux enfants. Alors, vous dites, Johan Poher, est-ce que vous y étiez ? Non, j'étais pas, c'est mes militants qui ont été. Donc nous, on avait toutes les vidéos, on a toutes les preuves qui montrent que justement le château gonflable en question était à côté du planning familial et à côté de la scène. Donc les enfants étaient en train de circuler librement dans l'espace. Donc on le voit. Mais vous pouvez rentrer aussi dans ce château gonflable, vous voulez dire ou pas ? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il y a une photo que j'ai ressortie où on voit un petit garçon devant le stand de Capote. Le petit garçon qui doit avoir 6 ans. Donc en fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le festival en lui-même, c'est le fait de faire un festival où on inclut les enfants dans le monde des adultes. C'est ce que je dis à chaque fois. Pour moi, on n'a pas à mettre des enfants avec des drag queens. D'ailleurs, je dis drag queen, mais pour moi, c'est pas des drag queens, c'est des travestis. Il faut arrêter de glamouriser toujours ce mot. Ce sont des travestis. Et voilà. Donc, Monsieur Estrosi m'attaque pour diffamation, mais tout est vrai dans la vidéo. Nous, on est droit dans nos bottes chez Eros. C'est que nous, on a les versions longues, on a tout. Après, bien évidemment, je vais pas mettre 1 heure de vidéo, mais on a coupé les éléments les plus importants. C'est comme, là, vous dites, Monsieur Berkoff, que les enfants n'ont pas accès, enfin, selon, en tout cas, le communiqué, n'ont pas accès. Oui. Voilà. Mais quand on parle de gorge profonde sur scène, c'est à l'air libre, tout le monde entend. Donc c'est-à-dire que Gorge Profonde a été entendue par les enfants dans le château gonflable. Donc je suis désolé, mais on n'a pas à mettre ces enfants-là dans ce genre de festival. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, en fait, dit aussi, les enfants sont venus avec l'accord des parents. C'est-à-dire c'est les parents qui ont emmené les enfants. Donc le plus dramatique, c'est ça, c'est les parents aussi. Ouais. Les parents ont-ils conscience que leurs enfants vont être confrontés à des délires woke ? Parce que c'est ça, il y avait des activités, on pouvait classer les genres, les 12 000 genres qui existent dans ce pays. En fonction des genres dans ce pays, alors c'est une information, ça se coupe. Vous savez, il y a xénogenre, il y a toutes les lettres de l'alphabet, il y a xénogenre, non-binaire, gender fluide, enfin il y en a je ne sais pas combien. Bon, 12 000 c'est imagé, hein, vous vous rendez bien compte. Compris. Mais voilà, enfin, et les enfants pouvaient classer les genres, enfin. Un enfant, c'est pas un jeu pour un enfant. Un enfant, il se pose plein de questions. Comme j'ai toujours dit, un enfant, c'est une éponge. Il absorbe tout. Il se pose des questions. Et pour moi, un enfant de 5 ans, non. Enfin, je suis désolé. Et pour moi, c'est... Vous savez, ma vidéo, elle a fait presque 2 millions de vues en même pas 24 heures.
ça fait débat. La majorité des personnes qui regardent ma vidéo sont d'accord avec nous. C'est une minorité de personnes, et d'ailleurs, je vais même aller encore plus loin, parce qu'hier, j'ai fait une vidéo où je réponds à M. Estrosi. Parce qu'en 2016, à Marseille, il y a eu une exposition d'œuvres d'art à caractère pédophile et zoophile. J'ai mis des photos, j'invite tout le monde qui me regarde, enfin qui nous écoute, à regarder mon dernier post Twitter. Les photos sont choquantes, accablantes, dramatiques. Et M. Estrosi a fait un tweet en disant que pour la liberté de l'expression de l'art, il faudrait maintenir cette exposition d'œuvres d'art. Mais vous vous rendez compte, il porte plainte contre moi alors que Monsieur Estrosi défendait des œuvres d'art pédophiles. Je suis désolé, mais c'est extrêmement dramatique. Moi, mon but, c'est de défendre les enfants, de protéger les enfants face aux dérives LGBT. Qu'est-ce que fait Monsieur Estrosi? Il défend quoi? Alors, écoutez, je dis tout de suite, M. Estrosi a tout à fait, il est welcome, comme on dit, il est bienvenu s'il veut en parler, ou quelqu'un de la mairie de Nice, et de répondre, bien sûr. Nous sommes absolument dans la pluralité, mais Johan Poher, je voudrais savoir, on vous a déjà reçu, et toujours avec Pipo, et vous réagissez par rapport à tout cela. Mais, comment dirais-je, par exemple, qu'est-ce que c'est je dirais, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est une tendance, que c'est un courant de vouloir multiplier effectivement ce genre de manifestation LGBT, très bien plus, pourquoi pas, mais je veux dire effectivement de ne pas faire la différence. Et comment vous expliquez que des parents ne font pas la différence? Déjà, c'est pas une mode, c'est pas comme la tectonique qui est éphémère, c'est des personnes qui sont là pour imposer auprès de la majorité. On le voit bien à travers les séries Netflix, même dans les dessins animés pour enfants. Pour moi, les parents veulent apprendre la tolérance aux enfants. C'est bien d'apprendre la tolérance à un enfant, mais il y a une différence entre tolérance et tolérance. Pour moi, il y a deux tolérances à donner à un enfant en fonction de son âge. Il y a tolérance et maison de tolérance, comme on disait. C'est ça, avant, parce que moi, dans le festival, par exemple, les parents emmenaient leurs enfants dans la librairie qui s'appelle Les Parleuses. Il y avait Lady Papa, G de maman, G de papa. Donc c'est de la propagande. Donc, enfin, stop, ça devient insupportable. Donc les parents, peut-être que eux, ils disent, bah c'est bien pour mon enfant, comme ça il sera tolérant dans le temps. Mais l'enfant se pose des questions. Donc moi j'ai envie de dire à ces parents-là, arrêtez de brûler les étapes. Un enfant, voilà, il faut déjà qu'il apprenne à lire, à compter et à écrire. Quand on voit l'effondrement du système scolaire en France, c'est une catastrophe. Donc apprenez les bonnes choses à vos enfants et arrêtez de les biberonner avec des délires woke. Et les parents, pour moi, c'est les premiers concernés dans tout ça. Alors, ce qui est intéressant, Johan Poher, aujourd'hui, on voit très bien un retour de balancier, même aux États-Unis, où est né le woke, effectivement. Aujourd'hui, on voit que vraiment, il y a, en tout cas, toute une partie de l'opinion qui est en train de dire, bon, écoutez, il y a monsieur, il y a madame, et puis arrêtez, et puis surtout, supprimer les subventions aux universités woke. Enfin, on le voit, des subventions fédérales, etc. Alors qu'en France, on a l'impression que le mouvement bat son plein. Et parce qu'on a 10 ans de retard avec les États-Unis, surtout sur la technologie, sur la santé. Enfin, vraiment, on a vraiment du retard. Et le wokisme, oui, ça fait déjà quelques années que ça existe aux États-Unis. En France, c'est devenu une mode à partir de 2020. Voilà, ça commence à émerger en 2020. Ah oui, c'est très récemment. C'est très récemment. Depuis le Covid, les gens ont été confinés. Ils ont été biberonnés par les réseaux sociaux à regarder des comptes de TikTok de personnes trans en train de faire l'apologie de la transidentité. Donc c'est monté comme ça, puis on a imposé les YEL, enfin et voilà. Et pour répondre à votre question, Donald Trump par exemple a fait un énorme boulot où maintenant il y a un rétropédalage chez eux, où maintenant c'est deux genres, un homme et une femme. Mais c'est logique. C'est comme à chaque fois je ressors l'exemple de la pomme. C'est comme si je vous montre une pomme et je vous persuade que c'est une banane. Oui. Vous me dites, bah non, c'est une pomme, Johan. Mais non, je vous persuade que c'est une banane. Bah non, vous allez continuer à avoir une pomme. Mais c'est pareil. Donc voilà. Mais vous savez, ça c'est René Magritte, le très grand surréaliste qui avait fait, il a dit ceci n'est pas une pipe, il a mis une pipe et sauf c'est un tableau, ce n'est pas une pipe. Mais j'aimerais juste finir sur un truc parce que vous avez parlé de subventions, juste deux minutes. Oui, je vous en prie. Pour préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est que la mairie de Nice a financé le show, enfin l'action qu'on a fait. Le Nice Rainbow Festival. Oui. C'est eux qui ont financé. Donc je pense pas que les Français soient contents, une bonne partie des Français en tout cas soient contents de financer des propagandes idéologiques là où il y a des enfants. Ben écoutez, on interrogera la mairie de Nice et elle répondra. En tout cas, c'est très bien d'attirer, vous savez, vous êtes un lanceur d'alerte et il faut le rester. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, comment ne pas être dans tous ces états quand on voit ce qui se passe? Et ça devient une ignominie, il faut le dire, avec les sapeurs-pompiers. Les pompiers sont là pour sauver des vies. Les pompiers viennent sans armes. Les pompiers viennent quand on les appelle, qu'il y a un incendie, qu'il y a une tentative de suicide, qu'il y a un accident, qu'il y a un tabassage, etc. Ils arrivent et puis ils se font agresser, ils se font percuter, ils se font traiter, ils se font tabasser. Mais c'est quoi cette histoire? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Pourquoi Mission Impossible? Vous allez savoir pourquoi. Voilà, un sapeur-pompier volontaire a été percuté samedi dernier par un automobiliste de 19 ans, alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo urbain. Un rodéo urbain, vous savez, ça devient aussi une figure classique, quasi quotidienne dans la France d'aujourd'hui, près de sa caserne à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Donc, on a vu ce qui s'est passé, on a vu qu'il est retourné, il faut le savoir. Il est retourné, il a craché sur la victime pendant qu'on essayait de secourir, que ses collègues essayaient de le secourir. Voilà où on en est quand même. Il y a quelque chose de grave. Alors, on a interrogé Éric Coquerel, donc le député de la France Insoumise, et on lui a demandé effectivement ce qu'il pensait de cet incident. C'était sur TF1 hier. Écoutez. Vous remarquerez par exemple que il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Oui, alors j'aime beaucoup comment Éric Coquerel donc parle de Tom Cruise et il donne Tom Cruise en exemple. Écoutez, quand même, la culture de l'excuse, je veux bien, mais que ça n'aille pas quand même trop loin. Éric Coquerel, cher député. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui des rodéos, s'il y a des gens qui foutent en l'air, ou des vieilles dames, ou des petites filles, ou qui cassent, ou qui vont cracher sur des pompiers, c'est la faute à Tom Cruise ? Non mais est-ce que vous réfléchissez un tout petit peu? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'idéologie de l'excuse permanente qui consiste à dire « Ah, mais c'est pauvre, mais ils font du rodéo, mais c'est pas grave, mais oui, avec leur moto, ça arrive. » Mais ça suffit. Alors maintenant, ce sont les films, évidemment, qui sont responsables. Demain, ce sera quoi? Ce sera la police municipale, bien sûr, qui est responsable. Enfin, franchement, on réfléchit un peu à la France, où on est soumis, à la France, on est soumise, cette France-là, à quoi? À tous les préjugés, à tout accepter, au nom d'effectivement de quoi? Électoralisme? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà du bon fromage. Vous savez, hier, on vous a parlé de vous savez, le comté, là, une interview de Pierre Rigaud sur France Inter, où le militant écologiste appelait à ne plus manger du comté, vu les effets polluants sur l'environnement. Et écoutez, bravo, pour une fois, il faut le dire à Marie Tondelier, qu'on a vu en photo en train de manger du comté. Et oui, elle le dit, d'ailleurs, comme tout le monde, nous aimons le comté, nous en mangeons, moi la première, voilà, je le dis, elle a fait un communiqué de presse dans X avec sa photo en train de si le fromage vous était compté, voilà. Mais alors elle ajoute évidemment, parce que c'est Marie Tondelier, elle est obligée de, voilà, il faut penser à ses troupes, à son électorat. Eh bien oui, ce n'est pas possible de nier l'impact environnemental de l'élevage et des fromageries, même sous AOP. Donc il fallait régir aux moyens de la production. Bon, mais oui, les déjections, c'est terrifiant, Marine Tondelier. Mais je vous assure que vous ne serez pas Tondelier à la libération des vaches. Vraiment, restez vous-même et mangez du comté. D'ailleurs, mangez tous les fromages de la planète. Je vous assure que ça vous fera du bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, vous savez quoi?
On en a marre des gens qui veulent nous imposer, au nom de je ne sais quelle idéologie, la destruction des traditions, la destruction du patrimoine, la destruction de l'identité, la destruction de tout. Ils veulent faire de nous des zombies. Ils veulent faire de nous des Playmobil au service de je ne sais quelle espèce de globalisme imbécile. Eh ben, résistons. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, tout le monde sait, enfin, en principe, tout le monde sait que l'antisémitisme, c'est à droite. Et oui, les fachos, les antisémites, les racistes sont à droite. Non, ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus comme ça parce que de temps en temps, on se dit, on commence à regarder, on regarde les écrits, on regarde un certain nombre de choses. Et puis, il y a des journalistes, des essayistes qui creusent effectivement la question. Et puis, il dit, attendez, la gauche antisémite, une haine qui vient de loin, Clément Vellerenal, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Alors je rappelle quand même Clément Vellerenal que quand même il faut le rappeler à chaque fois, mais c'est très important, c'est que vous avez été le Christophe Colomb du mur des cons. C'est-à-dire que vous êtes arrivé comme par hasard avec votre caméra, vous étiez en train de faire un reportage sur le syndicat de la magistrature et vous ouvrez une porte et vous voyez que le mur des cons, et je rappelle quand même très rapidement que le mur des cons, c'était tous ces cons qui ne comprennent pas l'idéologie qu'il faut toujours défendre entre guillemets, l'opprimé. Et il y avait quand même, juste un mot là-dessus, Clément Vellerenal, il y avait même des photos de deux parents d'enfants assassinés, c'est ça ? Oui, par des serial killers, par des récidivistes qui avaient été malencontreusement libérés. Voilà. Non, mais ce jour-là, merci de rappeler mes états de service professionnels, mais je n'ai fait que mon boulot. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Ben enfin, c'était. Mais juste un mot. Vous vous attendiez pas du tout. C'était quelque chose qui personne ne savait que ça existait, quoi. Enfin, en dehors des magistrats eux-mêmes. Je le dis toujours, hein, des jeunes confrères, c'est un peu un enseignement journalistique professionnel que l'on peut tirer. Souvent, l'information importante, j'allais dire le coup de ma carrière, mais c'est vrai que c'est un des moments les plus importants. C'est à l'occasion d'une interview banale. Il n'y a pas de petit reportage. Il faut toujours être aux aguets. Un jour, vous poussez une porte et vous découvrez quelque chose. Et là, il faut faut un peu faire le réflexe, oui, quand même. Remuer ses méninges et puis avoir le réflexe en disant vite, je prends l'image parce que dans 5 minutes, je serai dehors et ce sera trop tard. Ouais, voilà. Mais c'était bien. Et c'était il y a 12 ans et on en parle encore. Ah ben, c'est clair. Et à mon avis, on en parlera longtemps parce que effectivement, c'est l'endroit où des gens jugent. Hein, c'est la justice. Hein. On sait qu'elle a un bandeau sur les yeux, mais enfin là, le bandeau était fait en plomb. Hein, ça reste une référence. C'est une tâche sur le CV du syndicat de la magistrature. Mais c'est une tâche salutaire. On sait à qui on a affaire. Oui, non, mais c'est très important, en tout cas, de souligner ce qu'on voit, et comme disait Peggy, de voir ce que l'on voit, ce qui est déjà autre chose. Alors, vous sortez donc La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Alors, j'ai lu le livre, très intéressant, beaucoup de choses à dire, et on va prendre le temps de le dire, Clément Vellerenal. Quand vous dites la gauche antisémite, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous partez du présent et vous allez ensuite jusqu'à Jaurès, jusqu'à les socialistes de l'époque. Karl Marx, absolument. Mais alors justement, la question que je peux vous poser au départ, c'est que cet antisémitisme, est-ce que ce n'était pas, et encore une fois, pas pour faire l'avocat du diable, enfin en l'occurrence c'est pas ça, est-ce que ce n'était pas, hélas, la chose du monde la mieux partagée pendant des siècles, et que ça touchait tout le monde? Oui, mais on pourrait aussi... Il y a eu des livres formidables, des ouvrages historiques. Je songe à Jules Isaac, Jésus et Israël, l'antisémitisme chrétien d'avant Vatican II, bien sûr. L'enseignement du mépris, etc. Voilà. etc. Mais là, j'ai voulu m'intéresser à un problème historique, parce que vous le savez très bien, notamment depuis la Libération, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gauche, qui est passée maître dans l'art de réécrire l'histoire à son profit, nous explique qu'elle, d'abord, elle aurait toujours été résistante, et puis alors, elle n'aurait jamais ou pratiquement pas été antisémite. C'est la droite, comme vous le disiez, qui serait antisémite, l'extrême droite et la droite, donc par voie de conséquence, et qu'à gauche, on est humaniste, on est pour la libération de l'être humain, antiraciste, on est antiraciste, oui. Ça va aussi, ça va au-delà du problème juif. On est antiraciste, on aime tout le monde, et alors ça a des conséquences, parce que quand vous êtes de droite, vous êtes
vite condamné par les tribunaux, on examine vos propos à la loupe, à la virgule près, mais la gauche, elle bénéficie d'un sauf-conduit, d'un blanc-seing, elle n'est pas raciste, elle n'est pas antisémite. Alors, bon, j'ai eu à connaître un certain nombre d'affaires, de dossiers, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je suis parti d'aujourd'hui, puisqu'il y a une polémique sur la réalité de l'antisémitisme ou non de M. Mélenchon et de sa formation politique, la France Insoumise. J'ai gratté, j'ai regardé les déclarations, les écrits plus anciens, et puis je suis remonté dans le temps et je me suis aperçu effectivement que cette gauche prétendument humaniste, visionnaire et qui ne saurait souffrir l'accusation d'antisémitisme, eh bien, cette gauche, au contraire, ou en tout cas une bonne partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, mais qu'il y a à gauche une tradition antisémite, vieille de plusieurs lustres et même de plusieurs siècles, et que une partie de la gauche dogmatique, la gauche marxiste, la gauche totalitaire, en fait, a toujours nourri une détestation plus ou moins rentrée, plus ou moins exprimée des Juifs. Et alors, j'examine le dossier et je soumets au lecteur, en partant de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi en m'intéressant aux écrits du Parti communiste français on y reviendra si vous voulez, lors des procès de Moscou, lors des procès de Prague, les écrits de Karl Marx. Et au moment du pacte germano-soviétique en 1939 et 1941, etc. Et puis aussi, pour rester dans les périodes plus modernes, j'ai notamment, j'y consacre 3 ou 4 chapitres, j'ai étudié avec beaucoup d'intérêt les écrits oubliés d'une figure tutélaire de la gauche intellectuelle, en la personne de je parle de monsieur Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Il avait un sérieux problème avec les Juifs, qui d'ailleurs se couplait avec son collaborationnisme qu'il a su cacher par la suite, puisqu'il s'est toujours présenté comme ancien résistant. Et on découvre effectivement que le fondateur du Monde, c'est-à-dire le phare de la pensée journalistique de référence, gauche, pendant longtemps. Le fondateur du Monde avait un sérieux problème avec les Juifs avant-guerre, pendant la guerre et même après la libération. Mais alors justement, parlons. Je voudrais avoir votre explication. Comment il se fait que la gauche qui se présente, et c'est vrai, je veux dire, il y a un côté la gauche, c'est pour le peuple, pour l'égalité, contre tous les racismes. Je précise, je dis parce que comment vous expliquez alors cette tradition de l'antisémitisme à gauche? Ça vient de quoi? Ça vient que les Juifs c'est ailleurs, c'est quoi? C'est quoi en quoi? Je vais vous poser la question autrement, mais c'est important, Clément Vendrenne. En quoi l'antisémitisme, est-ce qu'il y a différence? Et en quoi il se distingue, cet antisémitisme de gauche, de l'antisémitisme de droite, profondément? Ou c'est le même? C'est pas exactement le même. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense, sans trop systématiser, mais quand même, on peut schématiser, l'antisémitisme de droite a longtemps été un antisémitisme religieux, d'inspiration chrétienne. Les Juifs étaient le peuple déicide. Ils avaient refusé le Messie, ils refusaient la divinité de Jésus, et en plus, ils l'avaient crucifié. On sait que depuis l'Antiquité, durant le Moyen-Âge, cet antisémitisme chrétien a été central, et comme effectivement, historiquement, en France en tout cas, la droite a longtemps été effectivement associée à une société chrétienne, à la religion catholique, eh bien tout ça peut-être c'est un attelage qui a fonctionné assez bien. Alors effectivement, je me suis intéressé aux différents, j'ai lu un certain nombre d'essais, il y a des gens qui ont réfléchi avant moi à la question. Pour le marxisme, c'est différent. C'est-à-dire que... La gauche, les Juifs, c'est l'argent. Il y a pas uniquement, on y viendra, mais surtout, par exemple, dans la société idéale telle qu'elle est rêvée par Karl Marx et telle qu'on va essayer de l'installer, par exemple, en Union soviétique pendant 70 ans, le juif, effectivement, est associé à l'argent, associé au capitalisme, et on dit, en plus, donc, on n'a rien contre les juifs, mais c'est sûr que dès lors que le capitalisme aura disparu et que le paradis socialiste sera installé sur Terre, Karl Marx l'écrit lui-même, les juifs vont, j'allais dire, s'évaporer d'eux-mêmes. Il n'y aura plus besoin de juifs puisqu'il n'y aura pas il n'y aura plus de domination par l'argent. Karl Marx l'a écrit de manière très malveillante. Effectivement, il dit le juif c'est l'argent, c'est l'oppression par l'argent. Donc on n'a rien contre les juifs, mais si on installe le socialisme, le juif disparaîtra. Les juifs disparaîtront. Or, que s'est-il passé notamment en Union soviétique? Et ça peut expliquer une partie de l'antisémitisme stalinien. Eh bien, malgré l'instauration de ce fameux paradis socialiste
dont nous connaissons les conséquences. Oui, donc nous connaissons les conséquences que nous n'avons pas subies en France, mais nous les avons connues. Malgré l'instauration du système communiste, les Juifs étaient toujours là. Alors, vous voyez, quand vous avez une idéologie, ça s'opposait d'une certaine manière, les Juifs dans la société marxiste, dans toute l'ère, dans toute la sphère marxiste. C'était la société sans classe. Oui, dans la société sans classe. Eh bien, les Juifs restaient comme des témoins gênants de ce que cette idéologie totalitaire, effectivement, était effectivement quelque chose d'imposé, était quelque chose de l'ordre dictatorial. Ça c'est pour les... Oui, pour les marxistes. Mais je voudrais juste une chose là-dessus, juste pour rester là-dedans. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, ce que vous soulevez, c'est qu'au fond, on reprochait aux Juifs tout et son contraire. C'est-à-dire que d'un côté, c'était les capitalistes suceurs de sang, argent, etc. Mais de l'autre côté, c'était ces Juifs bolcheviques qui ont aidé à la révolution stalinienne. Bolchevique. Les Trotsky, les ceci, les cela. Et il dit, regardez, ces bolcheviques, les 3/4 sont des Juifs. Donc, c'était les communistes enjuivés qui ont fait l'Union soviétique, et c'était les Juifs capitalistes de l'autre côté, quoi. Des deux côtés, c'était l'équilibre, le soi-disant, enfin. Comme aujourd'hui, on reproche effectivement, alors là, sur la question d'Israël, on reproche souvent à Israël tout et son contraire. Il est coupable de s'être laissé surprendre le 7 octobre, mais il est coupable aussi de se défendre et d'organiser sa défense. Alors, et on y vient, aujourd'hui, il y a la question centrale d'Israël. Parce que le marxisme est un peu dévalué. Mais c'est intéressant de voir ce qui a été écrit pendant toutes les années où l'Union soviétique effectivement donnait le donnait le ton, y compris en France. Je me suis intéressé à retrouver les écrits, les éditoriaux, les tribunes, les articles de l'Humanité et de toute la presse communiste, la Nouvelle Critique et les lettres françaises. Mais c'était d'un antisémitisme virulent. Très vite, les éditorialistes du Parti communiste se lâchaient. C'était soi-disant un complottionniste que l'on avait découvert à Prague en 1952. Oui, les fameux médecins juifs et compagnie. Oui, 553, ça c'est les médecins juifs du Kremlin. Mais un an avant, il y a les purges, Slansky. Le fameux procès Slansky qui est raconté dans les mémoires d'Arthur London l'aveu, avec le film que l'on sait. Mais il y avait une dimension que plus personne ne nie aujourd'hui, une dimension antisémite évidente dans ces procès, et il faut lire, je me suis donné la peine d'aller dans les bibliothèques publiques relire les archives de l'Humanité, mais à chaque ligne, on dénonce le bourgeois juif Slansky, le complot juif sioniste, c'est tant dans les éditoriaux que même des caricatures, je reproduis même une caricature dans le livre, une caricature violemment antisémite. Qui date de 53. De 53, qui a été publié dans la presse officielle du Parti communiste français. On va continuer d'en parler, effectivement. De quoi cette gauche antisémite est-elle le nom? Avec Clément Velrenal, tout de suite après cette petite pause. C'est à 12h14, André Berkoff. Avec Clément Velrenal, la gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de l'Artilleur. Et on en parle, et je rappelle que si vous voulez intervenir, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, 0826 300 300. Clément Velrenal, on va aborder aussi un peu plus d'actualité, le sujet Israël et la gauche. Un vaste programme et vaste sujet. Mais auparavant, je voudrais dire quelque chose, parce que est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire est-ce que j'ai le droit de critiquer la politique israélienne sans pour cela me voir qualifié d'antisémite? J'ai même le droit d'être extrêmement critique avec certaines orientations ou des orientations certaines, peut-être la Cisjordanie ou autre, sans pour cela me voir qualifié du sceau de la famille antisémite. Je crois que j'ai le droit. Bien entendu. Ouais. On a le droit de critiquer la politique d'Israël ou même le principe d'Israël. On a le droit même de formuler des jugements erronés. Mais toute critique doit elle-même supporter une contre-critique. Sur le fond, liberté d'expression oblige. Débat contradictoire. Ouais. Or, je me permets de suggérer, d'affirmer même que la critique d'Israël, et je cite de nombreux exemples dans mon livre, la critique d'Israël, chez certains, elle est non seulement erronée,
elle s'appuie sur des données des fausses données objectives, sur des faits qui ne sont pas exacts. Elle est infondée et... Non, mais on peut avoir du crédit de la politique israélienne appuyée sur des faits. Elle est obsessionnelle. Elle diabolise très vite Israël, et on a encore le droit de le dire. Et quand, effectivement, non seulement elle diabolise Israël, mais... bien qu'elle s'abrite derrière une sorte d'antisionisme de bonne aloi, derrière les oripeaux de l'antisionisme, cette critique dérape d'elle-même. Je cite un certain nombre d'exemples. Ça va de Edgar Morin, un journaliste de France Inter qui publie des messages à l'antenne où on ne s'attaque pas aux soldats de Tsahal, on ne s'attaque pas aux sionistes. Oui, vous parlez aux nazis sans prépuce, Netanyahou, on s'attaque aux juifs, nommément. Il y a eu effectivement dernièrement, là on est dans la séquence du 7 octobre, un humoriste qui qualifie Benyamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Ça fait rire tout le monde dans un premier temps, puis ça déclenche le scandale. J'ai un peu examiné le dossier. Cette plaisanterie sur le prépuce des juifs est un classique de l'antisémitisme depuis 150 ans. Et ça a provoqué effectivement une sorte de rébellion invraisemblable dans les couloirs de la maison de la radio. Donc cette critique d'Israël, elle n'autorise ni les dérapages, ni ce type d'excès. Et comme je vous le disais, prenez le texte d'Edgar Morin sous la seconde intifada, prenez les délires du dessinateur Ciné, qui appelle au meurtre, non pas de soldats israéliens, il appelle au meurtre de juifs ici en France. Vous parlez d'une interview incroyable dans Carbone 14. Donc je rappelle des dossiers oubliés, parce qu'une fois de plus, quand c'est la droite ou l'extrême droite, on va devant les tribunaux, devant la chambre de la presse spécialisée pour ce type d'affaires, et les magistrats sont extrêmement pointilleux, ils traquent effectivement le moindre dérapage, et dès que ça vient de la gauche, soit on n'a pas entendu, soit même quand on arrive devant les tribunaux, on vous dit « Ah non, il faut tenir compte du contexte, c'est compliqué, c'est de la polémique, c'est acceptable, c'est du débat républicain », et on s'aperçoit effectivement que Israël sert de paravent effectivement à la haine anti-juive. Bien sûr qu'on peut critiquer Israël, mais comme je vous dis, cette critique, elle est souvent totalement erronée. Et en plus, ça dérape sur les Juifs. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça dérape autant. Parce que Israël se présentant comme l'État juif, il y a ce problème. Je ne dis pas, encore une fois, je ne justifie rien, loin de là, mais si vous voulez, tout le problème est l'ambiguïté, et là, et il faut la poser, cette ambiguïté. Parce que effectivement, je crois que, moi, je peux dire, en tout cas, c'est mon opinion, et on est des milliers, c'est qu'on peut parfaitement critiquer, même très violemment, la politique, mais non, si vous mettez en question un État, c'est autre chose. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Mais ce que je voudrais savoir, je voudrais vous poser une question, ce n'est pas dans votre livre, mais je suis sûr que, vous savez, quand il y a eu, je vous raconte Clément Vellerin, enfin je raconte, vous le savez aussi bien que moi au moins, rappelez-vous, 92, j'évoque 92, 16 juillet, 50 ans de l'anniversaire de la rafle du Veldiv. D'accord ? 13 152 juifs, enfin je rappelle, ont été parqués dans le Stade français avant d'être déportés dans les cas de la mort. Hein, la rafle du Veldiv, enfin bon. Alors, cérémonie commémorative est organisée à l'ancien emplacement d'hiver, rue Nélaton. François Mitterrand est là, président de la République, accompagné du président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, à l'époque, voilà. Et donc, il y a des sifflets, comme vous savez, des invectives qui accueillent Mitterrand. Parce que le passé vichiste de François Mitterrand commence à ressortir. La francisque, voilà. Le passé vichiste, voilà, vous en parlez. Pareil, ça avait été mis, ça aussi, sous le boisseau, il ne fallait pas en parler. C'était un secret de polichinelle, mais il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire, le grand public ne le savait pas. Voilà. Et vous avez juste un mot, vous savez que dans le Crapouillot, vous connaissez la revue Le Crapouillot, ils avaient publié la liste totale des titulaires de la francisque, dont François Mitterrand, bien sûr, et d'autres. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Robert Badinter, alors il y a eu des huées. Oui, bon. Le militant juif. Eh bien, Robert Badinter laisse éclater sa colère. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti un instant, et que je vous livre. Vous m'avez fait honte, dit-il aux gens qui huaient. Mais alors, Badinter serait antisémite. Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi la réaction de Badinter? Il y avait peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Robert Badinter. Peut-être qu'il y avait chez lui un peu de dépit, le sentiment d'avoir été roulé dans la farine par François Mitterrand, dont on se souvient qu'il était un grand séducteur. Certes. Et qu'il avait su, malgré son passé, qu'il avait su effectivement embarquer Robert Badinter et d'autres. Je le cite d'ailleurs dans mon livre, puisqu'il y a un chapitre sur l'antisémitisme de Mitterrand. Jacques Attali, qui fut l'un des
plus proche, un conseiller, une éminence grise, 12 ans ou 11 ans à l'Élysée, et lui-même, après avoir tenté de défendre François Mitterrand dans un livre de souvenirs, c'était François Mitterrand, c'est le titre du livre, Jacques Attali dit lui-même que quand il a réalisé le passé de François Mitterrand, il en a eu les larmes aux yeux, et il a cette formule, c'est lui-même qui le dit. Il a dit, je me suis dit intérieurement, j'ai été le collaborateur d'un collabo. Alors, je me rappelle le rictus de Robert Badinter lors de la cérémonie du Veldiv. Il prenait la défense de François Mitterrand, mais derrière cette terrible grimace, on sentait que c'était lui-même qu'il essayait de défendre, parce que son père avait été déporté. Le père de Robert Badinter, père de Robert Badinter est mort en déportation. Donc on imagine toute la douleur, comme je disais, le dépit, le ressentiment de Robert Badinter. Et c'est un peu le fil conducteur de mon livre, c'est qu'à chaque époque, on dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Ah, vous avez peut-être entendu des rumeurs, mais c'est pas vrai, la gauche n'est pas antisémite, c'est que la droite, c'est que l'extrême droite, ce sont eux les nazis. D'ailleurs, ça tient aussi d'une falsification historique, puisque le corollaire de tout cela, c'est qu'on nous a toujours dit que la gauche avait été globalement résistante, alors que la droite aurait été globalement pétainiste. C'est faux, c'est une falsification. Je rappelle dans le livre que le Parti communiste, mais ça c'est une vérité, j'allais dire historique, établie, mais plein de gens toujours ne le savent pas, c'est que le Parti communiste a été collabo, pro-nazi jusqu'en 1941. Et on a retrouvé des écrits de Maurice Thorez, des écrits de Jacques Duclos, où leur antisémitisme est évident. On va continuer à en parler, mais je crois qu'on va reparler de François Mitterrand, qui est quand même l'incarnation symbolique de ce parcours de ce mec qui incarnait la gauche au pouvoir, la gauche triomphante, et dont le parcours est pour le moins sinueux et pour le moins opaque, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. On va se retrouver juste après une petite pause. 0826 300 300 pour qui veut intervenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et est-ce qu'on peut dire, Clément Velrénal, que l'un de ceux qui ont le mieux incarné, est-ce qu'on peut dire comme ça, la gauche antisémite, ce serait François Mitterrand? Évidemment, quand je dis ça, ça va faire hurler dans les chaumières. Est-ce que François était antisémite? Mais vous racontez quand même cette histoire étonnante, cette séquence de son dialogue avec Jean d'Ormesson. Qu'a rapporté Jean d'Ormesson, qui est quand même étonnant, que je ne connaissais pas. C'est le dernier rendez-vous officiel de François Mitterrand à l'issue de 14 ans à l'Élysée et d'une carrière politique. C'est son dernier acte, si j'ose dire. Il reçoit son dernier jour à l'Élysée. L'après-midi, il va. C'est vraiment son dernier jour à l'Élysée. Il va y avoir la passation de pouvoir à 13h ou 14h, donc il va recevoir Jacques Chirac, avec qui il a fait la paix. Et puis, le matin même, il reçoit Jean d'Ormesson. Bon, on voit les deux hommes, la même génération, ils sont d'un bord politique opposé, mais ils ont une grande estime mutuelle, ils sont passionnés par la politique et la littérature. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Mitterrand, au soir, pas seulement de sa carrière politique, au soir de sa vie, c'est un homme rongé par la maladie, il discute, j'imagine, de beaucoup de choses. Et puis, Jean d'Ormesson ne peut s'empêcher, à la fin de l'entretien, il hésite quand même, il ne peut pas s'empêcher de lui dire, il y a les révélations sur votre passé, il y a Vichy. Jean d'Ormesson était un homme de culture, d'histoire, il était prêt à tout entendre, peut-être à en parler, à aider Mitterrand à en parler. Et qu'est-ce qui se passe? Mitterrand le regarde et lui dit, mon cher Jean d'Ormesson, ou je sais pas comment il lui dit, monsieur l'académicien, vous mesurez la nocivité du lobby juif en France. Et Jean d'Ormesson hésite à rapporter ses propos. Il ne les révélera que des années après, dans un livre intitulé Le rapport Gabriel. Alors effectivement, ça a provoqué un certain nombre de réactions. La famille de François Mitterrand a dit que c'était une invention, mais on voit pas très bien Jean d'Ormesson inventer, colporter comme ça une information totalement fausse. D'autres proches de Mitterrand ont dit ça ne m'étonne pas, il nous avait déjà tenu des propos comme ça. Et après ça, je me suis intéressé effectivement au passé de François Mitterrand, à son attitude vis-à-vis effectivement des Juifs d'Israël. C'était
un homme très habile. C'était un séducteur, c'était un grand politique. On sait qu'il a longtemps passé pour un grand ami d'Israël et un grand ami des Juifs. Sa position a quand même évolué, bien entendu. C'était pas un antisémite obsessionnel, mais ses dernières paroles, lors de son dernier rendez-vous à l'Élysée, ça a quand même une dimension symbolique. Est-ce qu'au-delà de ça, c'était l'incarnation en fait d'une certaine droite devenue le champion de la gauche? Parce que c'est ça l'un des grands paradoxes de l'histoire. Oui, ça montre l'imposture, effectivement, puisque Mitterrand, qu'on le veuille ou non, même si il vient de la droite et d'une droite très maurassienne, très nationaliste, mais Mitterrand, c'est quand même c'est le grand leader de la gauche, au moins de la deuxième partie. Après avoir été Algérie française, comme on sait, ministre de la Justice, établi la peine de mort, elle a fonctionné sous Mitterrand. Ah oui, ça, il peut dire qu'il l'a fait abolir, mais en fait, en tant que ministre de la Justice sous la 4e, c'était le garde des Sceaux qui envoyait les gens à la guillotine. Donc, à votre avis, Clément Velrenal, vous racontez vraiment, parce que ce livre, je le dis, il est bourré d'informations et faut le lire, parce que, quel que soit ce que vous pensez, si Clément Velrenal va trop loin ou pas dans sa défense, je dirais, d'Israël et des Juifs, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'assume cette défense. Vous assumez cette défense, absolument. Écoutez, il manquerait plus ça, vous ne l'assumez pas. Je ne vois pas pourquoi la défense d'Israël devrait être honteuse ou biaisée. Absolument pas. Mais en revanche, on peut effectivement avoir une attitude critique. On l'a dit déjà, ne revenons pas là-dessus. Comme tout gouvernement d'un pays démocratique, il ne fait pas que des bonnes choses, c'est sûr. Mais juste pour revenir à ça, alors comment donc, comment vous expliquez à travers tous les exemples, les témoignages, etc. Au fond, moi, quand je lis votre livre, alors moi, je vais vous poser la question, ça veut dire quoi la gauche? Est-ce qu'une vraie gauche ne peut être que antiraciste partout et donc elle ne peut pas être antisémite? C'est quoi une vraie gauche? Vous avez écrit ce livre, vous avez creusé, vous avez regardé des documentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, vraiment, c'est la question que je vais me poser. C'est quoi la gauche? Quand on regarde à ce regard-là et à cette lumière-là. Question difficile à répondre. C'est quoi la gauche? Je pense précisément que la question d'Israël, qui est un peu une énigme, est centrale là-dedans. Si cette gauche, parce qu'il y a bien sûr une gauche humaniste, une gauche antiraciste, une gauche sociale qui veut apaiser les tensions, qui est là et qui existe et qui est nombreuse, qu'on aimerait pouvoir aimer. Mais précisément, je pense qu'aujourd'hui, dans cette question de l'antisémitisme, la question d'Israël est centrale. Si vous acceptez, pourquoi? Parce que cette question, cette propagande anti-israélienne véhicule, comme je vous le disais, des mensonges invraisemblables, et derrière ces mensonges, il y a la haine des Juifs. Donc si vous acceptez de monter dans cette charrette, si vous acceptez d'être un idiot utile de la propagande islamo-gauchiste, au nom du droit des peuples, etc., vous finirez effectivement, vous n'échapperez pas à cet antisémitisme. Il faut donc accepter effectivement d'examiner sereinement, de ne pas, je viens de vous le dire, de ne pas être le propagandiste, le relais le relais de cette propagande djihadiste. Si vous ne, je pense que la gauche a un vrai problème avec Israël. Elle a un vrai problème avec Israël. Je ne dis pas que la droite a été toujours irréprochable, pour d'autres raisons. C'est ce qu'on appelait la politique arabe de la France, parce qu'il fallait vendre des mirages à Kadhafi et des centrales nucléaires à Saddam Hussein. Mais la gauche, pour des raisons idéologiques complexes et un peu obscures, effectivement, a un problème avec Israël. Si vous grattez, vous découvrez que ce n'est pas juste par compassion vis-à-vis des Palestiniens, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la détestation, une détestation irrationnelle. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de dénouer tout cet écheveau. C'est très intéressant. Compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, alors moi, encore une fois, pas du tout pour relativiser, mais au vrai sens, pour éclairer. Moi, encore une fois, c'est mon avis, je crois qu'il n'y a pas que le problème juif et Israël, pour cette histoire d'Israël qui est effectivement au centre des polémiques, et au centre de plus que des polémiques d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas le côté pour une certaine gauche, oui, ce sont les blancs, ce sont les oppresseurs, ce sont les colonialistes, etc. Parce que ce langage, on le voit, il s'applique, encore une fois, cette gauche-là applique complètement ce qu'elle pouvait appliquer à l'Amérique du temps du Vietnam. Sauf que la grande différence, c'est que l'Amérique, on ne demande pas la suppression de l'Amérique.
Bien sûr. Mais là, c'est vrai, on retrouve Israël colonialiste, Israël blanc, parce que assimilé alors que les Juifs, selon Céline et autres, étaient des narbonoïdes dégénérés. Aujourd'hui, ils incarnent les super blancs, une sorte de super blanc. Et effectivement, colonialiste, oppresseur. Est-ce que ce langage-là ne joue pas un rôle très important? Parce que c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Mais oui, c'est pas juste pour défendre les Juifs ou pour défendre Israël. Derrière effectivement, cet antisionisme de façade, il n'y a pas que de l'antisémitisme. Il y a tout ce que charrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme ou le wokisme, effectivement. Et c'est une manière de dire, attention, il y a un programme totalitaire, ce que Staline ou ce que Pol Pot n'ont pas réussi à faire, ça peut arriver sous d'autres formes en Europe. Regardez, la complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis du terrorisme, en particulier du terrorisme palestinien. Dès les années 2000, les Juifs, les pro-israéliens disaient « N'ayez aucune complaisance vis-à-vis de ce terrorisme que vous abritez derrière un romantisme révolutionnaire. Ça n'est pas ce que vous croyez, ça n'est pas une guérilla de résistance. Et ce terrorisme qui aujourd'hui vise les Juifs en Israël atteindra un jour les populations civiles en Europe et en France. » Ceux qui disaient ça étaient traités d'excités et de paranoïaques. Et puis, il y a eu les grands attentats djihadistes que l'on sait en France, Bataclan, Charlie Hebdo, et dans toutes les grandes villes d'Europe. Le 7 octobre, je vous le dis, je ne suis pas prophète, l'ère des prophéties est terminée, mais ce qui se passe en Israël, ce combat asymétrique contre des armées, d'authentiques armées djihadistes, je songe au Hamas ou au Hezbollah, ce sont bien sûr des combats asymétriques. C'est d'un côté des chars et des avions, et de l'autre côté, vous avez quoi? Des drones et des missiles. Mais justement, il y a un certain nombre d'entités qui ont compris comment on mène la guerre face à des grandes puissances. Ce que Israël subit depuis 2 ans, depuis Gaza ou depuis le nord du Liban, peut survenir en Europe. Il ne faut pas croire que l'histoire, c'est quelque chose, que le film de l'histoire s'est arrêté, qu'il y a eu fin sur un écran, que les frontières ne bougent plus et que désormais, la vie en Europe, l'histoire en Europe est un long fleuve tranquille. Les frontières peuvent bouger, il y a des zones incertaines, je songe aux Balkans, je songe à certaines zones en Europe où l'État est défaillant. Ce qui se passe aujourd'hui, en Israël, face au Hamas de Gaza et face au Hezbollah au sud du Liban, peut arriver en Europe. Il peut y avoir des scénarios de ce type-là, avec brusquement, on découvre qu'on est sous la menace des missiles, qu'on est sous la menace des drones, et que le djihadisme ne concerne pas que Israël et les Juifs, et que le djihadisme... Que le combat s'est étendu, je dirais presque planétairement. Je crois que nous avons... Oui, il y a plusieurs auditeurs en attente et on accueille dans un premier temps Philippe qui appelle de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour votre invité. Excusez-moi, j'ai oublié. Je vous félicite de votre travail, monsieur, et grâce à vous, le mur des cons, on sait de quel côté il était. Alors, j'aimerais vous poser une question et une petite remarque. D'après vous, serait-il possible, à l'heure actuelle, d'avoir un procès de type capitaine Dreyfus en France? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a, je vais faire un lien. Il y a des mouvements de militaires qui se constituaient en syndicats. Vous parlez de place d'armes? Vous parlez de place d'armes? Voilà, et de place d'armes, j'allais en parler justement. Exactement. Je voulais savoir si ces gens-là, qui sont tenus logiquement ou qui sont toujours hors cadre, pourraient être, je dirais, on pourrait peut-être leur créer quelques soucis. Est-ce que d'après vous, un procès de Dreyfus pourrait encore avoir lieu à l'heure actuelle avec l'image de la magistrature que l'on a actuellement? Oui, par rapport au syndicat de la magistrature et autres, c'est ça. Un procès avec une dominante antisémite, ou vous voulez parler d'un procès contre des officiers, un procès où la justice s'érige en pouvoir politique? C'est ça votre question? Les deux à la fois. Parce que le diable est dans les détails. Écoutez, je crois que la justice, on va être très prudent, hein, mais la justice n'échappe pas elle-même au champ de la bataille politique. On pourrait... Simplement, me vient en mémoire les récents procès d'un ancien président de la République où on le rend coupable de corruption sans que le moindre acte de corruption n'ait été établi. Et on lui met un bracelet électronique, c'est ça, vous pensez à lui? Et on attend, je crois, pour septembre, une décision qui pourra aller beaucoup plus loin.
Est-ce que c'est comparable à l'affaire Dreyfus? Je n'en sais rien, parce que comparaison n'est pas raison et ce ne sont pas les mêmes circonstances historiques. Mais comme je vous le disais tout à l'heure à propos du djihadisme, à propos des guerres et du terrorisme, effectivement, il ne faut pas croire que les dangers du passé ne peuvent pas revenir. Et la grande escroquerie, c'est de nous avoir dit depuis 40 ans, le seul danger, c'est le fascisme et le nazisme, qui eux vont revenir, etc. Mais à gauche, nous sommes immunisés contre tous ces démons. Oui, sauf qu'il peut y avoir, Clément Velrenal, un fascisme de gauche aussi. Hein, et un antisémitisme de gauche qui est très, très virulent. On accueille le second auditeur, c'est Stéphane qui appelle de Bordeaux. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour André. Je voulais réagir sur 2 points. Alors le premier, c'est sur effectivement cette distinction entre l'antisémitisme de droite et l'antisémitisme de gauche. Je crois que l'antisémitisme existe partout. Alors effectivement, l'antisémitisme de droite, j'ai l'impression qu'il est quand même plus essentiel dans le sens où je dirais que c'est un racisme en fait, l'antisémitisme de droite, avec éventuellement les racines qui ont été décrites sur les aspects religieux, alors que l'antisémitisme de gauche, tel que je le perçois, c'est plus un antisémitisme de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des personnes qui se disent le pouvoir, plus que l'argent d'ailleurs, le pouvoir est ici et il nous empêche de promouvoir la politique qu'on voudrait promouvoir. C'est-à-dire par exemple dans les médias, ils s'imaginent qu'il y a toute une partie des médias ou une grande partie ou une extrême majorité qui appartient aux juifs. Et je crois que c'est ce qui embête le plus, c'est ce qui génère le plus l'antisémitisme de gauche. Ça, c'est ma lecture, peut être erronée. Mais après, je voulais surtout réagir sur cet amalgame qui est fait, cette sorte de piège qui est tendu finalement. Et là, je voulais faire référence à ce qui se passe en Israël. Et on a des personnes de droite comme de gauche, une grande partie des juifs qui sont absolument outrés de l'extrême violence qu'il y a. Et plus que ça, et je pense que c'est un des moteurs essentiels à ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui n'est pas forcément un antisémitisme selon moi, qui est plus une réaction à une mainmise sur certaines informations. Et quand on voit en fait le traitement qu'il est fait, alors il n'y a pas de les voix qui s'opposent ont accès aux médias, mais en fait quand on regarde de près en fait l'agencement des discussions tel qu'il est fait et votre invité fait cet amalgame, c'est-à-dire qu'il est clairement dit si vous vous opposez en fait je sais pas si on peut parler d'ultra-violence, de génocide, c'est un peu grand, mais des exactions absolument effroyables qui sont faites, on vous dit mais vous êtes antisémite. Et on entend même sur votre radio très souvent des personnes qui disent mais attention, les antisémites ce sont non, les antisionistes ce sont des antisémites. Il n'y a aucun rapport. Enfin, il y a des gens également quand vous allez, je suis allé il n'y a pas très longtemps à Jérusalem, enfin il n'y a pas très longtemps, juste quelques mois avant le déclenchement de la guerre, eh bien vous avez beaucoup de juifs qui sont outrés également en fait. Et donc là il y a un amalgame. Il y a une opposition en Israël très forte. Quand vous entendez par exemple Ruth El-Kriev qui s'en prend nommément à Villepin ou à Royal parce qu'ils défendent ces positions qui sont à la ligne française, c'est-à-dire que ce soit les Arabes ou que ce soit les Juifs, quand il y a des exactions de cette sorte, eh bien il faut s'y opposer. Et on voit que c'est pas le cas du tout. Okay, Stéphane. Voilà, je crois que le mouvement essentiel est là en fait. Très bien. Non, mais on a bien entendu l'argument, Clément Velrenal, parce que c'est ce que dit Stéphane, c'est partagé par beaucoup de gens. Il dit oui, mais d'accord, c'est pas parce qu'on peut protester contre ce qui se passe, la réplique d'Israël à Gaza, qu'on est antisémite. Bon, la réplique d'Israël à Gaza, c'est un autre débat, mais je tiens à dire à Stéphane que en dehors des éléments de langage qui sont diffusés par la propagande du Hamas et repris ici, notamment par la France insoumise, il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a une guerre terrible. Le Hamas diffuse quotidiennement les bilans. Ils disent être autour de 40 000 morts au bout de 2 ans de guerre. Ils se gardent bien de faire le tri de la distinction entre les morts combattants du Hamas et les morts civils. Mais dans toute guerre, il n'y a pas plus atroce que la guerre. Vous savez, la première guerre du Golfe, quand la France et une coalition internationale vont bombarder Bagdad pendant 3-4 semaines, vous savez combien il y a eu de morts, Stéphane ? Il y a eu 150 000 morts. On n'a pas inventé plus atroce que la guerre. Le problème est de savoir la distinction qu'il faut opérer dans une guerre, c'est est-ce que c'est une guerre de défense ou est-ce que c'est une guerre d'agression ? La guerre en Ukraine, par exemple, c'est manifestement une guerre d'agression de la Russie.
sauf à expliquer que le 7 octobre était un acte légitime du Hamas, la guerre que mène Israël à Gaza est une guerre non seulement de défense, mais une guerre de survie. Comme je vous disais, attention, ça peut arriver à un pays européen d'avoir un jour une entité hostile, mal définie, un territoire aux mains non, mais ça pourrait arriver aussi intérieurement. Enfin, voilà. toutes les positions sont possibles. Pour en revenir aussi à ce que j'ai entendu, je lui réponds en quelques mots. Bien entendu, je ne cesserai de répéter, bien entendu qu'on peut critiquer Israël, même de manière erronée, mais quand cette critique s'en prend très vite, dérape et s'en prend non pas au gouvernement israélien, non pas à une partie de la population israélienne, mais aux juifs du monde entier, eh ben, il y a un petit problème. Il y a des déclarations, il y a des écrits qui manifestement tombent sous le coup de la loi. Qu'ils soient au moins permis, sinon de le dénoncer, au moins de l'exposer pour que, moi, je crois que chacun puisse se faire une opinion. Moi, je crois simplement, Clément, qu'il y a une troisième voie qui n'a pas, à mon avis, été assez définie. C'est que le problème qui est posé, il n'est pas là. Enfin, pour moi, peut-être personnel, mais c'est important. C'est que il y a ceux qui veulent, et c'est là où doit s'arrêter le truc. Est-ce qu'on veut l'éradication d'Israël en tant qu'État ou pas? C'est ce déjà ça. Il suffit de lire la charte du Hamas. Le Hamas ne cherche absolument pas un accord. Mais la gauche n'est pas pour le Hamas quand même. Vous n'avez pas lisé les déclarations, les communiqués de la France insoumise? Certes, mais bien la France insoumise, une partie de la gauche et de l'extrême gauche, soit de manière assumée et évidente, soit de manière allusive. Précisément, quand vous accablez systématiquement le gouvernement d'Israël démocratiquement élu et que vous trouvez toutes les excuses au Hamas, il faut assumer, c'est donc que vous êtes dans le camp du Hamas. Et le Hamas, prône la destruction d'Israël. Et l'Iran prône la destruction d'Israël. Et quand on veut vous faire croire que c'est parce qu'Israël ne veut pas s'asseoir à la table des négociations qu'il y a une tension dans la région, alors que c'est le contraire, quand vous dites ça, vous colportez manifestement un mensonge de propagande. Et cette propagande, elle vient effectivement de djihadistes ce sont eux les génocidaires. Clément Velrenal, vous êtes un avocat passionné, et ça s'entend, et vous avez tout à fait le droit de l'être. On reprend juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Un livre à lire qui contient beaucoup d'informations, qui fera beaucoup parler, qui fait déjà beaucoup parler. Clément Velrenal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de l'Artilleur. Et nous avons Maud, on accueille Didier de Châteauroux. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Donc j'aimerais d'abord dire que sur le terme antisémite, je trouve qu'il y a le terme n'est pas bien employé. Les sémites, les Palestiniens sont des sémites, certains Israéliens sont des sémites, d'autres ne le sont pas. Bon, peu importe. Après, moi, je ne nie pas du tout ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un massacre, etc. Il y a pas de souci là-dessus. À côté de cela, on pourrait dire aussi quand même que Benjamin Netanyahou, qui s'appelle Benjamin Lewikowski, je crois, d'origine polonaise, si je ne me trompe pas, a dit à plusieurs reprises que le Hamas était un petit pain béni, enfin une belle opportunité pour lui, à plusieurs reprises, donc on peut se poser des questions là-dessus. Après, je trouve que le discours de votre invité est vraiment très manichéen, très manichéen. Alors moi, je suis pas du tout anti-sioniste, anti-juif ou tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, si on regarde la carte de 1948 ou 1947 de l'Israël et celle qu'elle est aujourd'hui, l'Israël est un pays colonisateur. Et ça, c'est indéniable. Benjamin Netanyahou, le journaliste de France Inter, il en a parlé tout à l'heure. Écoutez, qu'ils disent que c'est un fasciste, pour moi, c'est certain. Et d'ailleurs, son père ou son grand-père était un adorateur d'Hitler, il faut le savoir. Comme bien d'autres, d'ailleurs. Non, mais ça, vous êtes sûr de ça? Non. Vous pouvez. Non, mais attendez, je ne donne aucune certitude. Vous pouvez vérifier, d'accord? Vous vérifierez après. D'accord. Non, parce qu'adorateur d'Hitler, enfin, c'est possible. Bon, mais je sais pas. Non, mais vous pouvez vérifier. Attendez, moi, toutes les sources ne sont pas bonnes. Non, bien sûr. Non, mais je comprends bien ce que. Oui. Mais moi, je suis un peu attristé du discours quand même. Ça met un peu les Juifs contre les Arabes, alors que ces Juifs et ces Arabes vivaient ensemble avant que
que ce pays soit créé. Oui, écoutez, oh non, il va vous répondre, mais je vais vous dire, l'affaire est toujours pareille, c'est toujours plus compliqué. Et vous savez, les schémas d'un côté comme d'un autre, les schémas binaires, malheureusement, ont peu de choses à faire dans cette histoire. Je vous le dis, Didier, mais je voudrais laisser la parole à Clément Velrenal, mais je crois que c'est une histoire qui va hélas durer longtemps et c'est ça le plus triste. C'est le général de Gaulle qui disait « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Mais monsieur, je vous parle avec beaucoup de respect, mais vos idées, elles sont pas seulement simples, elles sont... J'ai quand même entendu en quelques minutes un tissu... d'inexactitude, tant sur la jeunesse du conflit que sur les dirigeants. Alors bon, vous qualifiez Benyamin Netanyahou de fasciste. C'est le seul chef de gouvernement élu démocratiquement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc voilà, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En fait, je voudrais juste vous poser une question parce que vous avez dit, pour moi, il est fasciste. Vous êtes déjà allé en Israël, monsieur ? Je ne suis pas allé après. Allez-y, allez voir. C'est un pays très libre, vous y rentrez sans visa. Monsieur, est-ce que vous avez vu Otherland, monsieur? Est-ce que vous avez regardé ce film-là? Et après, si vous voulez, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone et on en discute. Eh bien, écoutez, on le fera, on va en discuter avec vous. Nous arrivons en fin d'émission et c'est très intéressant. Vous voyez, tout le monde a la parole à Sud. Donc, je rappelle le livre de Clément Velrenal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, à lire, même et surtout pour en discuter et même pour le contester.